Monsieur l'ambassadeur, mesdames, messieurs, chers amis, nous voici donc au terme du cycle organisé à l'occasion du 350e anniversaire de l'Opéra national de Paris, avec l'aide de la Fondation Hugo. Et je remercie chaleureusement Stéphane Lissner et Olivier Aldeano qui ont mis en place cette série de conférences, ainsi que les collègues du Collège de France, la régie tout particulièrement, qui ont permis le bon déroulement de ces soirées. Depuis le printemps 2018, nous avons pu ainsi assister à une masterclass de Philippe Jordan et écouter les conférences de Stéphane Lissner, directeur de l'Opéra, du scénographe Dmitri Tcherniakov et du photographe Hiroshi Sugimoto. Pour achever cette illustration de la diversité des arts rassemblés par les opéras, nous accueillons aujourd'hui la chorégraphe Anne-Theresa de Kersmacher pour une conférence intitulée « Chorégraphier Bach, incarner une abstraction », en référence, pour ceux qui l'ont vu, à sa dernière chorégraphie donnée à la Salle Garnier et intitulée « Les 6 concertos brandebourgeois ». Anne-Theresa de Kersmacher est une figure de la chorégraphie contemporaine. Après avoir suivi les cours de l'école Moudra, fondée par Maurice Béjart, elle s'est rapidement émancipée en fondant en 1983 sa propre compagnie Rosas. De 1992 à 1997, elle assure la direction chorégraphique du Théâtre de la Monnaie et en 1995, elle crée PARTS, une école de danse contemporaine qui est aussi un centre de recherche chorégraphique. Auteure de 35 chorégraphies à ce jour, elle a reçu de nombreux et distinctions internationales. Si on passe sous silence le rapport au texte littéraire lu par des danseuses, l'œuvre de Anne-Theresa de Kersmacher est marquée par celui qu'elle entretient avec les différents styles musicaux, le son se faisant mouvement. Dans Così fan tutte, programmé à l'Opéra de Paris en 2017-2018, code couleur unissant les couples chanteurs-danseurs et figures géométriques imposées, c'est la danse, en fait, qui semble porter l'abstraction. Dans la dernière chorégraphie, les 6 concertos brandebourgeois, même si elle est toujours d'inspiration géométrique, la chorégraphie incarne fortement l'abstraction musicale, corps des danseurs aidant, surtout quand ils sont émotionnellement enrichis par le passage du temps. Quand on aborde le thème du rapport entre musique et danse contemporaine, on ne peut faire semblant d'ignorer Merce Cunningham, qui semble avoir suivi un chemin radicalement différent, séparant la musique de la chorégraphie et donnant toute sa chance au hasard, si l'on peut dire. Abstraction maximale et refus apparent de l'émotion. Chère Anne-Theresa de Kersmacher, nous sommes donc tous très curieux de vous entendre sur un thème qui est inscrit dans l'histoire de la chorégraphie contemporaine, même si la danse peut se faire sans musique, dans l'immobilité, si musique et mouvement, ou dans l'écoute silencieuse de la musique des corps. Merci d'être ici ce soir pour nous éclairer. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je voudrais avant tout, effectivement, remercier le Collège de France, M. Alain Prochian, Florence Terras-Rioux et aussi Stéphane Lissner et Olivier Aldeano de l'Opéra de Paris. La figure qui a toujours été la mienne, qui est presque devenu un fétiche et que j'utilise dans presque toutes mes chorégraphies, est celle de la spirale. La spirale est une figure géométrique, mais c'est aussi une figure de vie, la figure d'une certaine conception de la vie. Vous tournez, vous changez, puis vous vous retrouvez sur le même site, mais qu'au départ, mais plus tout à fait à la même place. Pour vous parler de mon travail, j'ai voulu répondre à cette question toute simple qu'on me pose si souvent lors d'interviews et qui me laisse parfois un peu embarrassée. Chorégraphier, c'est quoi?
En quoi consiste cette discipline? Quelle serait une définition possible? Après un parcours de 40 ans de métier, je me rends compte que je n'ai pas moins de 5 réponses à cette question et que je ne peux, que je ne veux pas en élire une seule et unique. Aussi, je vous propose de déplier ces 5 réponses comme autant de stations dans un voyage en spirale. Chaque station, chaque définition est vraie pour moi, mais peut-être pas tout en même temps. Chacune correspond à une façon de travailler, à certaines expériences, à des recherches spécifiques, à des rencontres et des spectacles particuliers. Parfois aussi à un âge de ma vie. Quand je retrouve des intuitions oubliées, surtout quand je retravaille, quand je reprends contact avec des spectacles du passé, je ne les chasse pas, je ne les cache pas comme des défauts de jeunesse. On pourrait dire que la spirale m'a décentrée et je les relis à la lumière de l'expérience acquise. Il est vrai que je peux supposer qu'il y a bien à ce désir, à cet énorme plaisir de danser, de danse, il doit y avoir un centre, un foyer. Mais ça, ce n'est pas à moi de le dire. Ce que je veux faire, je peux juste décrire le chemin, ce chemin en spirale qui est à la fois têtu, obstiné et versatile. Je vous parlerai ensuite de mes 3 partenaires, les 3 êtres sans lesquels mon désir de créer à partir de la danse n'aurait abouti à rien. La musique, les danseurs qui m'accompagnent ou m'ont accompagné, et la nature, dans l'observation qu'on en fait. Et puis je tenterai de finir par une petite étude de cas, et je vous parlerai de mon dernier spectacle, de cette joie et cette épreuve qui consiste à chorégraphier la musique de Johann Sebastian Bach. Avant de commencer, je voudrais placer cette conférence sous la tutelle d'un grand artiste qui a toujours fait vibrer en moi une intuition très insistante, une basse continue qui ne s'était jamais tout à fait. Et je veux vous parler de Constantin Brancusi. Constantin Brancusi a ce propos foudroyant. Il y a des imbéciles qui définissent mon œuvre comme abstraite. Pourtant, ce qu'ils qualifient d'abstrait est ce qu'il y a de plus réaliste. Ce qui est réel n'est pas l'apparence, mais l'idée, l'essence des choses. Fin de citation. Première définition. Cette puissante déclaration de Brancusi, je la comprends comme ceci. Le réel est rythmique, tout à la fois vivant et chiffrable, sans qu'il y ait là une contradiction. Et je pense ici plus spécifiquement à Fernand Schirren, ce professeur de percussion qui était mon maître à l'école Moudra, l'école de Maurice Béjart, et qui avait écrit un livre qui s'appelait « Le rythme primordial et souverain ». Et donc ce propos, il me donne le chemin d'entrée vers ma première définition de la chorégraphie. C'est la plus ancienne sans doute, c'est celle qui étonnera le moins ceux qui me connaissent. Je dirais donc pour commencer, chorégraphier, c'est incarner une abstraction. Ou, pour mettre la formule dans l'autre sens, une chorégraphie, c'est une calligraphie de l'incarnation. Avant de vous parler de chiffres, proportions, diagrammes, patterns, partitions, je veux me pencher sur ce mot abstraire, abstrahere. Je veux l'écouter d'abord dans son étymologie et me rappeler, abstraire, c'est retirer, c'est enlever. Abstraire, c'est réduire la chose au signe, évidemment.
Et puis voilà, le virus de l'abstraction, lorsqu'on pratique un art vivant, contamine bientôt toute notre pratique, ou toute votre pratique. Enlever, soustraire, déblayer, mettre à nu, aller à l'os, chercher la racine, chercher l'ADN. Effectivement, tout ça fait partie de mon lexique et de mon goût le plus profond. J'y reviendrai. Il est vrai que c'est un lexique minimaliste, en un sens, mais minimalisme est un mot que je n'emploie qu'avec beaucoup de réserve. La danse minimaliste peut avoir pour effet, en réduisant les corps dansants à des signes vibrants dans l'espace, de désincarner les danseurs. Et là, ce programme d'incarnation, ce grand programme brancousien, serait mis en échec. Et je vous propose de plutôt parler alors, au lieu de minimalisme, de maximalisme. Mes premières chorégraphies témoignent de cette difficulté, si on veut, elles tentent de résoudre cette contradiction. Phase, 4 mouvements sur la musique de Steve Reich et Rosas danst Rosas, 2 spectacles qui ont été faits respectivement en 92 et 93, sont ma première tentative pour négocier entre abstrait et concret, avec une sorte d'énergie un peu extatique. Ces partitions chorégraphiques sont habitées par la manie du chiffre. Ce sont des spectacles qui ne peuvent s'interpréter qu'en mémorisant des colonnes de chiffres parfaitement démentes. Donc, je dis ABC, ACB, AC4, C6, BC6, AC6, BC4, C6. Voilà la formule de base de Piano Face. Une partie en a d'ailleurs été écrite à la table et pas au studio de danse. Et pourtant, ça résiste, ça lutte dans tous les sens. J'employais à l'époque une image assez violente. On disait, la structure est comme un mur sur lequel nous nous jetons de toutes nos forces. Nous étions une compagnie exclusivement composée de jeunes femmes à l'époque, mais plutôt déchaînées. C'était le début des années 80. On écoutait les Sex Pistols et Nina Hagen qui chantait « Marlene hat andere Pläne ». Marlène a d'autres projets. Simone de Beauvoir sagt « Gott bewahr ». Simone de Beauvoir dit « Oh mon Dieu ». Et vor dem ersten Kinderschreien, et avant les premiers cris d'enfants, muss ich mich erst mal selbst befreien. Je dois moi-même me libérer. Und augenblicklich fühle ich mich unbeschreiblich weiblich. Et instantanément, je me sens indescriptiblement féminin. Thierry Demey, compositeur autodidacte et cinéaste, qui avait d'ailleurs fondé le rock band, le groupe rock, qui s'appelait Maximaliste. Donc Thierry Demey et moi, nous avons lié ce geste artistique de se jeter à la machine de la colonie pénitentiaire de Kafka. Aller au-delà de souffrance, au bout de l'épuisement. Nous lisions Le bleu du ciel de Georges Bataille, L'apologie de la dépense et de l'excès. Ou, pour le dire en belge, allez, vas-y, on fonce, ou on enfonce le clou. Globalement, après toutes ces années, tout cela s'est quand même un peu adouci, assoupli. Effectivement, j'ai trouvé des manières plus douces pour faire négocier l'écriture et les corps humains. Dans la définition qui suivra, la deuxième station de mon voyage en spirale, je vous dirai comment j'ai commencé à penser la construction d'un vocabulaire chorégraphique à l'abri du chiffre, si j'ose dire, et sans me jeter sur le mur, en prenant les choses par un autre bout. La passion du nombre et mon sentiment de filiation avec Pythagore, quant à eux,
se sont élargis à une conception beaucoup plus large de la géométrie. Le formalisme, que je n'ai jamais renié, est essentiellement devenu pour moi une préoccupation macrostructurelle. La question de la grande forme temporelle et de ses proportions d'un côté et la question de la construction d'un espace de l'autre. Construire géométriquement un espace habitable, dessiné à l'aide ou bien des rubans adhésifs de couleur ou à la craie, directement sur le tapis de danse, et la plupart du temps sans jamais essayer de le cacher au public, c'est presque systématiquement devenu mon acte fondateur, la première porte que je dois ouvrir pour entrer dans l'écriture d'une chorégraphie. Un exemple, la structure au sol de Drumming, spectacle sur la musique de Steve Reich, est faite de 2 rectangles. Voici le premier rectangle, décalé, 2 rectangles décalés de quelques degrés. À l'intérieur de ces rectangles, il y a des spirales qui se forment. Le centre de chaque spirale est la maison de chaque danseur. Il y a donc des spirales en miroir, en symétrie. Voyez les noms des danseurs et leur maison respective centers, leurs maisons respectives. Le tout est encore redoublé par symétrie dans Rain, le spectacle suivant. Dans ces rectangles, j'ai alors inscrit des spirales en m'inspirant des proportions de la section d'or. Cela donnait une sorte de fouillis de lignes droites, de diagonales et de nombreuses spirales. Très riche en potentiel pour écrire des circuits dansés et surtout pour régler le trafic, pour créer des contrepoints spatiaux. Et voilà, je n'ai pas pu m'empêcher de vous dévoiler en passant mon obsession, peut-être désuète, pour la section d'or et les séries de Fibonacci. 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34. Cette croyance un peu prémoderne dans les bonnes proportions établies à l'avance. Arrivé à ce point, vous êtes en droit de penser que je suis habitée par un fantasme de bâtisseuse de cathédrale. Eh bien non.
Quel que soit mon intérêt pour la pensée médiévale prémoderne, quelle que soit mon admiration pour la rosace de la cathédrale de Chartres, la cathédrale n'est décidément pas un modèle qui me convient. Mon modèle, ce serait plutôt ces nuées faites de milliers d'oiseaux qui accomplissent ensemble dans le ciel des figures mobiles, stupéfiantes de beauté et d'efficacité. C'est un modèle partiellement mathématisable et en tout cas totalement dynamique. Avec ces nuées d'oiseaux, nous sommes à mi-chemin entre la perfection d'une cathédrale et l'intelligence mobile et impersonnelle d'un réseau neuronal. C'est une architecture en mouvement. J'y reviendrai. Je reviendrai aussi sur la calligraphie du sensible lorsque j'évoquerai mon intérêt, mon amour pour la musique. La musique est pour moi un inépuisable réservoir de formes dynamiques. La musique est le modèle par excellence d'une négociation heureuse entre l'abstraction et le monde matériel. Auparavant, j'aimerais vous faire voir l'une de mes premières chorégraphies sur la musique d'un compositeur qui m'est cher, Steve Reich. Il s'agit d'une musique très formelle, composée à partir du concept de processus irréversible et dont la beauté tient à de nombreux et très légers décalages entre des lignes musicales identiques. Cela confère à cette musique une qualité esthétique tremblée qui nous éloigne de toute idée d'architecture statique. Il s'agit de Violin Phase, un solo que j'ai écrit en 1981. Un solo que j'ai interprété jusque très peu moi-même. Et j'y accomplis une sorte de tournoiement répétitif qui ne rien peut m'arrêter. Je vous parlais tout à l'heure de dépense, d'épuisement. Et dans le même temps, mes pieds écrivent littéralement sur le sable une sorte de mandala. Voilà, c'est le film que Thierry Demey a fait de cette chorégraphie. Et pour cette première définition de la chorégraphie, on pourrait dire une calligraphie de l'incarnation. Je vous propose qu'on attende jusqu'à ce que la dernière ligne soit faite. Voilà. Attends. Pattern completed. Deuxième définition. Pour la deuxième station, je vous propose une définition d'apparence plus simple, plus triviale. La voici. Chorégraphier, c'est organiser le mouvement dans le temps et dans l'espace. Pour développer ce propos, je dois quitter le pur terrain de l'abstraction et de la géométrie, fût-elle dynamique, et me frotter la question du corps humain. Et je veux dire le corps, qui est cette maison dans laquelle nous nous levons chaque matin, le corps individuel, universel, mais avant tout le corps qui est celui de chaque humain, le corps ordinaire. Pas le corps performant du danseur accompli, le corps de l'enfant, du passant, qu'est-ce qu'on dit, de l'épicière ou de la caissière du coin de la rue. Comment se débrouillent-ils pour organiser leur passage dans le temps et dans l'espace ? C'est là une question radicale, le genre de question qui va littéralement à l'os, mais qui s'est révélée pour moi extrêmement féconde. Elle s'est imposée d'une façon très précise à moi en ces termes en 2008, lorsque je travaillais sur le spectacle Zeitung que je concevais avec le pianiste Alain Franco autour de la musique de Johann Sebastian Bach et de la Seconde École de Vienne. Retour à Bach. Voilà, on m'a dit que c'est une expression qui a eu son heure de gloire dans les milieux musicaux. Retour à Bach, cela signifiait
retour au texte, à la clarté et à un certain dédain pour le style déclamatoire. Et je pense que je voulais alors me replonger dans Bach, que j'avais déjà abordé auparavant, pour une raison un peu similaire, pour faire retour sur les fondamentaux, peut-être pour me débarrasser de quelques automatismes de danseuse professionnelle. Et j'ai alors interrogé le corps ordinaire, j'ai posé des questions simples, comme how is movement generated in the body? Comment le mouvement est généré dans le corps? Is there a center in the body? Est-ce qu'il y a un centre dans le corps, ou plusieurs centres? Yeah? What's the difference between upper body and lower body? Quelle est la différence entre le haut du corps et le bas du corps? Est-ce qu'il y a, à part le battement de cœur, la respiration, inspiration, expiration, est-ce qu'il y a des autres rythmes dans le corps? Is there something like basic movement? Est-ce qu'il y a quelque chose comme un mouvement de base? Les subtilités géométriques m'avaient fourni de nombreuses clés macrostructurelles. La réflexion sur l'organisation du mouvement dans le temps et dans l'espace allait m'apporter des nouvelles clés dans le domaine du vocabulaire kinétique. Et cette réflexion, surtout cette étude anatomique, s'est organisée autour d'un binaire, l'axe vertical et l'axe horizontal, et leur combinaison. Il est vrai que j'aime bien penser les choses en termes de polarité complémentaire. 1. L'axe vertical. C'est l'une des conquêtes essentielles du petit humain qui devient grand. D'abord, comment dire? D'abord, je suis par terre. On est comme ça. Et puis, on tourne. Qu'est-ce qu'on fait? On va à quatre pattes. De quatre pattes. Quatre pattes, je développe ensuite le contrôle de ma colonne vertébrale et je conquiers la station debout. Donc, je vais de l'horizontalité à la verticalité. Je dois alors m'arranger avec la gravité et le déséquilibre, et de déséquilibre en déséquilibre, j'apprends à placer un pied devant l'autre. Voilà, je marche. De cette négociation avec notre axe vertical, j'ai fait un mot d'ordre que je communiquais à toute la compagnie. My walking is my dancing, ou en français, comme je marche, je danse. Et je suis depuis lors très attachée à cette insistance sur la marche comme fondement de l'acte de danser. Cela marche beaucoup dans mes spectacles de ces 10 dernières années. Par exemple, dans le premier mouvement du premier concerto brandebourgeois, ou aussi dans l'ouverture de Golden Hours sur la musique de Brian Eno. La danse, la marche. Je vais dire après. The passage of time is flicking dimly up on the screen. I can't see the lines.
I used to think I could read between. La marche organise mon espace. Mais la marche organise aussi mon temps. Je peux aller lentement et je peux aller un danseur qui marche nous rappelle sans cesse l'importance de cet axe vertical qui nous allonge la colonne vertébrale et qui fait de nous des traits tendus entre ciel et terre. L'axe horizontal, lui, apparaît lorsque j'ouvre les bras. Je le considère principalement comme l'axe du social. Je pointe, je tends, je tire, je pousse. Mais c'est aussi le geste qui ouvre, c'est le geste aussi d'aller vers l'autre et de le prendre dans mes bras. C'est le geste qui embrasse. Et c'est aussi le geste qui ouvre la respiration et qui, en fin de compte, accompagne la parole et l'adresse aux autres. « Get out of my house !»« Sors de ma maison !»« Pourquoi tu as fait ça ?»« Je ne comprends pas. En tout cas, pas avec moi. » « My speaking is my dancing » comme je parle, je danse, est devenu notre second mot d'ordre destiné à se combiner à cette exaltation de la marche ordinaire. Penser la distribution des énergies entre les axes vertical et horizontal nous a servi de méthode pour construire le vocabulaire kinétique de Zeitung. Et là, je voudrais faire une petite parenthèse au sujet de ce terme vocabulaire, parce que je me rends compte que très souvent, quand je parle à des non-danseurs de vocabulaire chorégraphique, les gens ne comprennent pas ce que cela veut dire. J'appelle vocabulaire le réservoir de mouvements et de gestes que nous utilisons pour un spectacle donné, pour une écriture chorégraphique. Et j'aime que ce réservoir ne soit pas trop anarchique, qu'il soit limité et cohérent. Je l'organise généralement en une ou plusieurs phrases de base, ce qu'on appelle une basic phrase, qui sont pensées comme des unités autonomes avec un début et une fin et dont la durée peut être variable. Dans Rosas Dansrezes et les spectacles du début des années 80, je travaillais en général avec des entités beaucoup plus courtes. Par exemple, dans Rosas Danstrosas, je vous donne un exemple, la phrase constitue de 6 ou 7 petites cellules. Donc, par exemple, ça c'est A, ça c'est B, ça c'est C, ça c'est D, ça c'est E et ça c'est F. Donc si je fais toute la phrase, ça fait A, B, C, D, E. Fait à peu près 10 secondes. Par contre, dans Rain, par exemple, une phrase entière est aussi constituée des cellules, mais qui sont beaucoup plus longues. La phrase de base de drumming, je crois que une des cellules, des 8 cellules, fait en soi déjà 15 secondes. Donc, ce sont des choses qui peuvent être très variables. Le destin d'une phrase dansée n'est certainement pas d'être immuable. On peut même dire qu'au fond, la phrase de base n'est perçue par le spectateur que comme une variation permanente ou une variation sans thème. Elle peut être soumise à toutes sortes d'opérations qui la métamorphosent, qui la tordent, qui la compressent ou l'allongent. Et vous retrouvez là mon goût
pour les procédés abstraits. La fréquentation de la musique et des musiciens, l'esprit même de la musique classique, m'a offert de nombreuses techniques pour faire fructifier un matériel limité. Une phrase peut être donnée à l'envers, comme un film qu'on rebobine, hein, par exemple, toum, toum, toum. Quand on fait ça à l'envers, ça fait toum, toum, toum. Okay. On parlera alors, si ça c'est prograde, faire ça c'est rétrograde. Comme le font les compositeurs sériels. On peut la brouiller par des canons, alors on y va. Touk, touk, fouk, touk. Quelque chose dans le genre, non? De faire un canon dans le corps est une chose compliquée, mais quand on y réussit, c'est très beau. On peut la faire voir en miroir. Super simple. Touk, 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 non? On peut faire des video scratching inspirés des VJ. Par exemple, je fais tac, 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 et puis je prends un petit bout et je fais back forward, prograde, rétrograde. On peut faire des constructions de phrases par répétition, simplement répéter, ou d'accumulation. 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, comme le fait Steve Reich dans ses œuvres de jeunesse. Enfin, toutes sortes de manières d'essorer le matériel de départ et de lui faire délivrer tout son potentiel. Troisième chose, défier la gravité. Ma troisième station sera plus courte. Je me contenterai de pousser jusqu'à son extrême limite ma réflexion sur l'horizontal et le vertical, et quelque part de faire sauter le verrou de la raison et d'entrer provisoirement dans le domaine de la rêverie. Regardez. Lorsque ma station debout, verticale, donc la verticalité de la colonne vertébrale, tend de se conjuguer avec l'horizontalité, il y a deux conséquences possibles. Et si je suis sur la verticale, ou bien je tombe, non, ouais, je suis là et je tombe, ou bien je vais aller à l'autre horizontalité, dans l'air, et je vole. Non? Soit je suis morte, soit je deviens oiseau. Et ce serait donc ma définition 3, chorégraphier, c'est défier la gravité. Avec ce propos, je veux rendre hommage à la chorégraphe américaine Trisha Brown, décédée il y a juste 2 ans. Je lui vouais et je lui voue toujours une intense admiration. What is the most beautiful movement? Quel est le plus beau des mouvements? Lui avait demandé un journaliste et Trisha Brown avait répondu du tac au tac flying, voler. Et entre parenthèses, par ailleurs, savez-vous qui a prononcé ces mots? Je n'ai cherché pendant toute une vie que l'essence du vol, le vol qu'est le bonheur. Il s'agit de Constantine Brancusi. Mais au fond, est-ce vraiment une rêverie? Volare, felice de stare lassù, tout bien pesé, c'est beaucoup plus mécanique et rationnel que cela. La réflexion sur la gravitation est plutôt l'indice d'un passage. C'est même peut-être le passage de la danse classique à la danse moderne. Isaac Newton, découvreur des lois de la gravitation, avait été tout à la fois le dernier des magiciens, formé à l'école de l'alchimie, et le père de la modernité scientifique. Isaac Newton était un passeur. De la même manière, j'oserais dire que cette magicienne qui était Trisha Brown nous a fait passer des schémas de la danse classique où traditionnellement les mouvements sont réglés selon 2 principes, ou bien par l'expression d'une émotion portée par une narration linéaire, ou bien par
les lois de la géométrie. Et avec Trisha, il y a une des principes révélations de la danse moderne qui sont venus à la surface. Nos mouvements dépendent de la manière dont nous composons, dont nous négocions avec la gravitation pour nous en servir et pour la défier. This kind of beautiful lightness, what is about the poids, the notion of gravity with the bones, le vrai poids de le squelette. C'est vraiment dans le travail de Trisha Brown que c'est, je crois, embodied, incarné d'une façon merveilleuse. Le défi lancé à la gravité évoque tout à la fois l'infini, la joie, la légèreté et la vitesse. Et on peut même dire que la technique classique des pointes procédait bien évidemment de la même aspiration à vol. C'est l'aspect heureux de la virtuosité. J'aime la virtuosité qui n'est pas réductible à la discipline parce qu'elle a une face d'insouciance. Angels fly because they take themselves lightly, écrivait Chesterton. Les anges volent parce qu'ils sont capables de se prendre à la légère. Et je vous propose de dévier avec moi une pensée à Trisha Brown en regardant quelques images de sa mise en scène de l'Orfeo de Monteverdi. Il s'agit du prologue de l'opéra qui vient juste après la toccata d'introduction. Les personnages incarnant la musique, la musique, défient la gravité d'une manière inoubliable. Je crois que c'est Diane Madden. Ma définition précédente, je la demandais à l'oiseau. À présent, je voudrais interroger l'enfant. Quand vous demandez à un enfant de danser, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il saute, ouais. Quoi d'autre? Il tourne. À la base, c'est ça. Quand on demande à un enfant de danser, il fait 2 ou 3 choses, c'est-à-dire sauter, tourner et éventuellement wave with the arms, non? Un peu avec les mains, parfois aussi avec le bassin. Non? Mais à la base, quand un enfant commence à... C'est ça, tourner et sauter. Pour l'interpréter selon mon propre système de coordonnées, nous dirons que cet enfant est plus vertical, ami du ciel et de la terre, s'il saute, et plus horizontal, ami des humains, s'il se met à tourner en ouvrant les bras.
Que puis-je en déduire pour vous offrir une nouvelle définition de l'art chorégraphique, de l'art de danser? Je poserai ceci. Chorégraphier, c'est faire sauter et tourner. Et si vous voulez bien, regardons un peu la petite Adriana. Dans eens een beetje? Gewoon dansen. Ik ga niet dansen. Oh ja, je kunt wel dansen. Iedereen kan dansen, niet flauw. Kom maar. Hoe dansen? Tout à l'heure, vous m'avez vu moi-même tournant dans Violin Face, tout en calligraphiant le sol comme une sorte de toupie trempée dans l'encre. Strictement contemporain de Violin Face et chorégraphié sur une œuvre du même compositeur, Piano Face est un duo que je dansais avec l'une de mes toutes premières complices, Michel-Anne Demey. Cette chorégraphie répond à deux défis. Le premier est de rendre compte de manière presque didactique du processus compositionnel de l'œuvre dans cette pièce pour deux pianos de Steve Reich, à savoir, au fil des répétitions, passer sans cesse et insensiblement d'un duo en phase à un duo hors phase. Sur le plan du mouvement, vous reconnaîtrez cette évidence et cette joie infantile de tournée que je viens d'évoquer. Elle est profondément entrelacée au motif minimal de la marche. On pourrait dire que Piano Face est une variation sur la marche en tournant, en pivotant sur une jambe guidée par les bras et le haut du corps. Si vous examinez les mouvements des pieds, vous verrez que les pas ne sont guère compliqués. Ce sont les bras qui dirigent le mouvement, aidés par la marche. Le tout trouve sa juste énergie et sa véritable qualité dansée par la mise en rotation. C4, voilà, et C6. Me voici à ma cinquième et dernière définition de la chorégraphie. C'est peut-être la plus récente de toutes, celle dont j'ai trouvé les mots le plus tard dans mon parcours. Elle ne peut d'ailleurs se comprendre, il me semble, qu'éclairée par les quatre premières. Je n'aurais pas pu commencer par elle, car elle vous aurait sans doute semblé absurde ou en tout cas un peu grandiloquente. Cela se dit comme ceci. Chorégraphier, c'est célébrer notre humanité. L'expérience qui m'a menée vers cet énoncé et vers cette sorte de nouvelle foi dans ma pratique artistique prend son origine dans deux rencontres humaines qui se sont produites il y a une petite dizaine d'années, c'est-à-dire à peu près la même époque que Zeitung et le retour à Bach dont je vous ai parlé précédemment. Après avoir réalisé une série de spectacles assez luxueux en termes de scénographie, avec des costumes et des éclairages plutôt sophistiqués, j'ai eu besoin de tout remettre en question à la faveur de ma rencontre avec l'artiste belge Anne-Veronica Janssens. C'était une forte rencontre humaine, tout autant que la rencontre avec une œuvre. Une œuvre troublante, désorientante, tournée vers des objets quasi immatériels. Son, couleur, fumée, lumière. Le travail d'Anne-Veronica m'a séduite au premier regard par son minimalisme pur, lumineux et transparent. Une légèreté paradoxalement mêlée à un caractère parfaitement concret. Sa perception de la lumière et de la matière, les traitements qu'elle y opère me semblaient procéder d'une élégance radicale.
j'ai sans doute confusément compris que cette spirale qui était mon parcours artistique était revenue à son sud originaire, mais décalée, et qu'il était l'heure pour moi d'aborder ce que j'appellerais un minimalisme second. Non pas pour renier la complexité et les puissances de la pensée abstraite, absolument pas, non pas me reconnecter aux procédés processuels et répétitifs que j'avais appris de Steve Reich, mais baser mes futurs travaux sur un nouvel effort pour soustraire et mettre à nu, enlever l'emballage cadeau. Une autre rencontre était la rencontre avec l'écrivaine et la philosophe Patricia de Martelaar, que j'ai rencontrée à l'occasion du spectacle que j'avais fait avec Anne-Veronica Janssens qui s'appelait Keeping Still, et où il y avait, entre autres, le dernier mouvement du chant de la terre de Mahler, et qui partait principalement d'un souci d'écologie, un rapport entre l'espoir et ce qui s'annonçait, ce qui allait se passer avec la terre. Patricia de Martelaar, qui était philosophe spécialisée dans le travail de Wittgenstein et de Nietzsche, et qui avait partagé avec moi un constant intérêt pour la pensée taoïste. Et elle m'avait impressionné quelques années plus tôt par un essai au titre parfaitement sublime, écrit en néerlandais, « Wat blijft », en français, « Ce qui reste ». Que reste-t-il, en effet, que nous reste-t-il lorsque le nihilisme d'une époque se déchaîne? Que nous reste-t-il devant la destruction de la nature, le désastre climatique et une perspective apocalyptique? Je m'interdis de dire qu'il ne reste rien. La chorégraphe que je suis se doit de répondre: il nous reste notre corps nu. L'esthétique a croisé mes préoccupations éthiques, politiques, surtout écologiques, et quelque chose s'est cristallisé pour moi que j'appelle la célébration de l'humain. Et je veux dire par là une célébration des pouvoirs de l'humain à l'intérieur de sa nullité même et en tant que partie de la nature. C'est un choix que je fais et qui me vient de très loin. Je ne travaille jamais sur le corps augmenté, sur la prothèse, sur la rencontre avec l'ultra-technologie. D'ailleurs, c'est un peu devenu une blague depuis 10 ans. Quand les équipes techniques de Rosas arrivent dans un théâtre, on ne dit plus que c'est une équipe technique, mais une équipe de nettoyage qui arrive. Quand on arrive dans le théâtre, la première dit « Allez, on nettoie, on enlève tout ce qui n'est pas nécessaire ». Leur première tâche consiste à plus souvent enlever les rideaux du fond de scène, les latéraux, quitte à voir l'extincteur de service, voir à tout le brol qui traîne, de cacher les haut-parleurs et d'obtenir un volume de travail parfaitement trivial et nu. Là, dans cet espace réduit au quelconque, à la trivialité, à cet espace vide, et je pense là au The Empty Space of Peter Brook, je peux installer ce qui m'intéresse, ce que je veux qu'il soit vu et entendu, le geste du musicien, le mouvement du danseur, et puis leur parcours qui reconfigure l'espace, et point à la ligne. C'est un abus de langage que de parler de minimalisme, évidemment. Lorsqu'on travaille de cette manière, toute la charge spectaculaire pèse dès lors sur les interprètes, et cela devient plutôt une esthétique du maximum, mais un maximum qui opère sur un matériau réduit à l'essentiel. Minimalisme, maximalisme. Ce matériau, pour résumer ce que j'ai tenté de poser jusqu'à présent, est celui-ci. L'horizontal et le vertical,
la marche et le souffle, tourner et sauter, et puis chercher l'envol et défier la gravité. C'est à peu près tout. C'est ce qui reste. Mais ce tout petit nombre de choses, cette réserve naturelle qui est demeurée notre corps humain, il nous est encore permis de le sonder avec le sens de l'infini. Car je pense avec une foi très farouche que le corps est un inépuisable réservoir de mémoire. Je pense que dans notre corps sont encodées notre naissance, notre enfance et toute notre expérience émotionnelle, sociale, spirituelle. Et aussi bien l'histoire de nos parents, celle de nos aïeux. Et c'est d'ailleurs parce que notre corps contient en abondance tout ce code que nous pouvons le connecter à toutes sortes d'autres codes plus abstraits, musicaux, géométriques, topologiques. Le potentiel de code produit par ce type de court-circuit est alors illimité. L'extrait de spectacle que je vais vous montrer pour illustrer mon propos vient du spectacle Cesena, dans sa captation en 2011 dans la cour d'honneur du Palais des Papes d'Avignon. Je travaillais sur la musique maniériste du XIVe siècle, appelée aussi l'art subtilior, the more subtile art, l'art plus subtil. C'était la première fois que je travaillais dans une perspective aussi narrative en sondant la mémoire émotionnelle et physique d'une époque ancienne. C'est que le XIVe siècle est un siècle qui ressemble beaucoup par certains aspects au nôtre. Des ravages et des guerres, des maladies terrifiantes et intraitables. Dans la deuxième partie du XIVe siècle, à peu près la moitié de la population européenne est morte à la suite de la peste, une perspective de fin de monde. Tout cela mêlé à une production artistique infiniment sophistiquée et à l'émergence d'une promesse lointaine, celle d'une renaissance, celle de pouvoir vivre selon un nouveau régime de pensée. Avec Anne Veronica, nous avons voulu n'utiliser pour seule lumière que la lumière naturelle du plein air. Le spectacle commençait la nuit et se terminait à l'aube. Nous sondions la puissance de l'obscur, la puissance de dévoilement des sensations exacerbées par la nuit. Et quand arrivait le jour, nous comptions sur un effet paradoxal de libération des déceptions. Ce que l'obscurité a révélé, la lumière le voile. Sans aucun décor, sinon les murs chargés de mémoire du Palais des Papes, les corps des danseurs étaient frappés à la fin du spectacle par les rayons du soleil matinal. Qu'Anne Veronica faisait envoyer par l'intermédiaire d'un immense miroir placé sur les remparts. Et actionné par un régisseur. Voilà, je vous ai fait voyager parmi 5 définitions collectionnées au fil du temps et de l'expérience. Des définitions un peu hétéroclites parfois et qui pourtant communiquent l'une avec l'autre par toutes sortes de couloirs et de secrets. Mais seule avec mes définitions, je ne suis pas encore capable de grand-chose. Il est temps à présent de vous présenter ce que j'appelle mes partenaires. 3 entités hétérogènes, là aussi,
une discipline, la musique, un groupe humain, les danseurs, et cette entité qu'on appelle nature. Je commencerai par la musique. Je l'ai dit et redit à la manière d'un mantra que la musique était ma première partenaire. J'ai même affirmé la musique a toujours été mon maître. J'en ai toujours attendu beaucoup. J'ai été y voler des tonnes d'idées. Le théoricien de la danse Philippe Guizgan a parfois là critiqué la manière terne et trop prudente avec laquelle on prétendait que j'entraînais un dialogue avec la musique. Au mot paisible et poli de dialogue, il préfère le terme plus féroce de demande, et cela me semble juste. Musique et danse, c'est une histoire d'amour, après tout. Nous contentons-nous de dialoguer lorsque le désir nous prend. Nous exigeons, nous prenons et donnons, nous cherchons surtout à percer le secret de l'autre, ou pire, nous demandons à l'autre qu'il nous révèle notre propre secret qui nous échappe. Musique et danse sont évidemment liées par un nœud très ancien, au point d'être parfois indiscernables l'une de l'autre. Chez les Adjoukrou, par exemple, le peuple du sud de la Côte d'Ivoire, chanter se dit Edj-Egn et danser se dit Edj-Ub. Les deux termes sont construits sur la même racine Edj qui désigne musique. Chant et danse sont deux catégories de la musique pour les Adjoukrou. Et comme tout le monde, je ressens intensément cette liaison du mouvement et du chant. Et comme tout le monde, j'aime la musique pour ses qualités sensibles et motrices. Quand je suis partie à New York et j'avais dans ma valise Violin Face et les concertos brandebourgeois, c'est que cette musique m'invitait à danser. Ça me donnait du plaisir. C'était la musique qui me poussait dans le dos, qui me faisait sauter, qui me faisait tourner. L'œuvre de Steve Reich, Music for 18 Musicians, je la perçois comme un grand vent qui se lève et pousse les danseurs dans nos dos. La musique de l'Ars Subtilior me semble incarner l'expression la plus exquise possible, la mélancolie. A Love Supreme de John Coltrane jette un lien insurpassable de beauté entre joie et gravité. Mais il y a autre chose pourtant qui me mobilise tout autant, si pas davantage. Dans cette grande aventure esthétique qu'est la musique classique occidentale, j'ai toujours été jalouse. J'ai toujours envié cette aisance à mettre la pensée logique au service du sensible, à ordonner, combiner, articuler. Il y a dans la musique classique une force de symbolisation, un potentiel d'écriture dont on ne trouve pas d'équivalent dans l'histoire de la danse. Ce n'est donc pas une simple histoire d'amour à deux, tout compte fait. C'est un ménage à trois, la danse, la musique et l'écriture ou la partition. Je demande toujours aux musiciens avec lesquels je travaille d'analyser la partition sur laquelle nous allons danser bien avant la première répétition. Nous la décortiquons et l'annotons au crayon de couleur. Et sur ce point, j'appartiens peut-être à un monde en train de disparaître. La partition est pleine de sortilèges qu'on entend, mais aussi plein de sortilèges qu'on n'entend pas, ou pas immédiatement. Et les deux m'intéressent. La musique écrite m'apporte des concepts qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Canon, variation, rétrograde, développement, polyphonie, reprise, modulation. Une très large partie de mon lexique de chorégraphe est directement empruntée à celui de la formalisation musicale. Et c'est cela que cela veut dire. La musique a toujours été mon maître. Elle ne m'écrase pas de sa grandeur, je ne hiérarchise pas les arts, mais tout simplement, la musique me donne les clés dont j'ai besoin. Et puis, je dois avouer,
I like the musicians. J'aime les musiciens. Je me sens bien avec ces gens. Philippe Herweg, Georges-Élie Hectors, Jean-Guyenne Carraz, Amandine Beyer, Björn Schmelzer, Alain Franco et tous les musiciens d'Ictus. Je pourrais citer des dizaines de noms. Avec eux, j'apprends une infinité de stratégies pour combiner l'intelligence, l'intuition et l'instinct. La musique est une pensée, une façon de penser, d'organiser le temps aussi. Dans mon obsession à faire du corps dansant un carrefour, un lieu de rencontre entre le monde abstrait et le monde matériel, la musique est mon plus grand secours. Mon parcours avec la partition de musique a été un rapport d'approfondissement. Le premier spectacle que vous avez vu, Phase, il n'y avait pas une écriture, comment dire, de mesure par mesure. C'était plutôt les procédés de Steve Reich qui m'inspiraient à développer des procédés chorégraphiques qui pouvaient être une traduction ou une réponse à ces procédés musicaux. Dans Rosas dans Roses, la musique et la danse ont été écrits simultanément. Il y avait un marchandage entre Thierry et moi. Elena Zaria était l'absence de ce partenaire. C'était comment chorégraphier quand ce partenaire était là, quand il n'y avait que le silence. Et puis c'était avec le 4e quatuor à cordes de Béla Bartók. Pour la première fois, je me suis mis, il faut faire du travail sérieux. Je prends un quatuor à cordes, cet défi de composition à cause des moyens réduits. Comment donner une réponse chorégraphique à cette notion de contrepoint qui sont propres à une écriture de quatuor à cordes. Pour le 4e quatuor à cordes de Bartók, j'ai quelque part fait une drôle de réponse parce que j'ai écrit un unisson. Un unisson, pourquoi? Parce qu'il me semblait que l'élément dansant qui était propre à cette musique de Bartók, le 4e quatuor à cordes de Bartók, un quatuor à cordes extrêmement dissonant, mais il y a cette présence qui est dans toute la musique de Béla Bartók, c'est-à-dire les voyages que Béla Bartók avait fait dans tous les pays du Balkan, où il avait noté des danses populaires et des musiques populaires. Et au crayon rouge, j'ai voulu mettre en exergue cet aspect dansant qui était propre dans cette musique. Et ce n'est que quand j'ai chorégraphié la Grande Fugue de Beethoven en 1992 que la partition me délivrait des règles formelles générales. Le découpage en 4 voix, les entrées fuguées. J'étais beaucoup plus loin après avec l'Ars Subtilior, Cesena en attendant, et plus récemment encore avec Vortex Temporum de Gérard Griset en 2013. Là, j'ai pris le risque de coller véritablement à la partition selon une logique élémentaire. Un interprète, une voix musicale, une note, un pas. Je ne dis pas que je dupliquais la partition dans l'espace, et je ne faisais pas ce qu'on appelle, ce qu'on dit qu'il ne faut surtout pas faire, c'est faire du Mickey Mousing. L'espèce de Mickey Mousing, ça veut dire Mickey Mouse descend les escaliers, il monte les escaliers. Donc ça, c'est considéré comme la mauvaise chorégraphie, mais je me disais, let's do intelligent Mickey Mousing. Et quelque part, mélanger ce principe à d'autres matériaux qui brouillonnent les contours. Mais il est vrai que dans ces cas-là, la partition a commencé à compter de plus que jamais. Et avec mes 2 récents spectacles sur la musique de Bach, Mitte wir im Leben sind, consacrés aux suites pour violoncelle, et les 6 concertos brandebourgeois, j'ai voulu cette fois entrer à l'intérieur même de la syntaxe musicale, ce que je n'avais fait que superficiellement auparavant. Il est vrai que ma première expérience concernant l'importance de la syntaxe musicale, dans son plus petit bétail, et plutôt l'importance de l'harmonie, a eu lieu
surtout lors de la préparation de Così fan tutte. La mise en scène commandée par l'Opéra de Paris et dont Philippe Jordan était chef. Et quelque part, je suis un peu gênée d'avouer ça. Par exemple, l'importance de l'harmonie qui a, à mon avis, aussi dans la musique de Jean-Sébastien Bach, est un outil crucial à développer une rhétorique, à une dramaturgie. Ce n'est qu'en fait, avec Così fan tutte, que je me suis vraiment pris du temps pour vraiment aller à l'intérieur de ça. Et il y a un exemple extrêmement exquis qui explique ou qui illustre ça dans le trio du premier acte, Soave sia il vento. Les 3 voix des chanteurs terminent la phrase Et ogni elemento benigno risponde ai nostri désirs. Que chaque élément doucement réponde à notre désir. Et là, il y a cette incroyable dissonance, quelque chose de très fort et d'assez rare. En termes techniques, cette dissonance particulière s'appelle triple appoggiatura. Les 3 voix des chanteurs, Dorabella, Fiordiligi et Don Alfonso, non? Ouais. Les 3 voix des chanteurs, chacune d'une manière différente, se placent sur le mot désir en dissonance par rapport à la voix de la basse qui conduit l'harmonie. Le désir est désigné par Mozart comme le lieu d'une dissonance et non pas comme le lieu d'une résolution. Il faut bien réaliser ce qui se passe. Tout le sens de Così fan tutte est cristallisé dans ce moment, et cela par le seul moyen de l'harmonie. Et pour moi, ce fut comme une révélation. Plus tard, en fait, le spectacle qui a suivi Così fan tutte, c'est le travail avec Jean-Guyenne Queyras, qui me confirmera l'importance fondamentale de l'harmonie chez les classiques, et plus particulièrement chez Johann Sebastian Bach. Il nous a expliqué toutes les résonances symboliques que cela impliquait dans le discours baroque, majeur, mineur. On a déjà, par exemple, commencé à combiner la notion de majeur avec la verticalité, un mouvement vers l'avant, et mineur, un mouvement d'aller en arrière ou d'aller vers l'horizontalité. L'importance du premier ou du 5e degré, l'accord simple ou altéré, la basse continue, explicite ou sous-entendue. Jean Guyenne nous a donné des cours de solfège. Donc même chose, tonalité, carrure? Oui, de haut niveau en accéléré. Alors, 4 mesures. À noter 2 choses importantes. Pédale de Do sur les 4 premières mesures. Donc quand on dit pédale de Do, encore une fois, ça veut dire que la note Do reste en bas. Et à l'intérieur, il fait ce qu'il fait assez souvent, il fait ça aussi au début de du prélude de la 4e suite. Sur la 2e mesure, vous avez un emprunt à Fa. Ah oui. À cause du Si bémol. Emprunt Fa. Sur les 2e mesures. Voilà. Super. Ah. Ensuite, bourré. C'est bien là. On a le travail. On avance. Voilà. Ça c'est clair. Hein. Tiens, moi j'aimerais bien voir votre, parce que moi souvent je dois me dire, moi, est-ce que c'est 4 ou est-ce que c'est plutôt 2? Si on sent... Tu dirais que c'est 4 mesures ou c'est 2 fois 2 mesures? C'est-à-dire qu'il y a une sorte de question-réponse entre ces deux. C'est 4 divisé en 2 parties. Donc voilà, donc 2 plus 2. Ouais. D'accord, quand je dis 2 plus 2, ça vous parle? Oui, en fait, oui. Oui. Peu importe comment on appelle ça finalement. Ouais. Ok, bon, je mets 2 plus 2, allez hop. Et tu comptes la première... 2 en Do, ici 2 en La mineur. Donc La mineur à partir de là. Et là maintenant on reste en La mineur. Ouais. Jusqu'à la fin de cet épisode-là, ici. Ok. Ensuite, à partir d'ici, 2 de Sol majeur. Ouais. Et puis Do majeur à partir de là. Ouais. Do
Two measures. 1, 2, 3, 4, and it goes till here, hein? Ça va jusqu'ici, non? Ouais, à la basse. Ok. Les danseurs. Assez récemment, à la faveur de la première représentation des 6 concertos brandebourgeois, j'ai publié un texte où je revenais sur cette façon un peu péremptoire d'accorder à la musique un statut de première partenaire. J'y reconnaissais, après un long chemin, que le travail avec les danseurs tenait lui aussi une place prioritaire pour m'autoriser à chorégraphier, à part égale avec la musique. À la différence du travail de l'écrivain, du plasticien ou du compositeur, le travail chorégraphique se développe dans un intense processus créatif avec d'autres humains. Comprenez-moi, je ne veux pas seulement saluer un esprit d'équipe ou un travail d'atelier. La question est plus profonde. Je vous rappelle que je vois le corps humain comme le support d'un encodage de mémoire. C'est le corps du danseur dans tous ses aspects, le corps physique, mécanique, sensible, émotionnel, social, intellectuel, spirituel, qui génère avec moi le code source de mes spectacles. La danse contemporaine a bouleversé les manières de travailler. Le travail du ballet classique, en effet, prend appui sur un lexique relativement stable. Tomber, pas de bourrée, couronne, cran jeté. Mais dans la danse contemporaine, l'idiome reste toujours à réinventer. Depuis le début du XXe siècle, l'histoire de la danse s'est écrite à coups de noms propres. Technique Cunningham, technique Martha Graham, et tous les noms des différentes écoles. C'est une histoire de paternité ou souvent plutôt de maternité et de signature. Cette figure du chorégraphe inventeur pourrait aisément flirter avec l'idée de toute-puissance. Mais elle est largement balancée par ceci. Quel que soit le style propre du chorégraphe, il existe un moment crucial du travail qui est celui de la production du matériel. Et je vous parlais tout à l'heure de vocabulaire. Eh bien, le traitement de vocabulaire n'est rien d'autre que ce que j'appelle la production de matériel. Et c'est un travail qui doit se partager, qui se fait ensemble. Ce partage touche à l'intimité de chacun dans la mesure où chacun y engage son corps et toutes les lignes de code déposées dans ce corps. Le chorégraphe donne les points de départ, prend les décisions finales, il convoque certaines questions, il pointe certains problèmes, mais in fine, il prend les solutions définitives. Mais l'exploration des possibilités est un processus social d'une grande intensité. Je crois que c'est totalement unique au monde, ce qui se passe dans un studio de danse contemporaine. Un spectacle comme Rosas dans Rosas est devenu ce qu'il est grâce à cette combinaison de ces 4 personnes, Michel Andemé, Adriana Borriello et Fumio Ikeda. Un axe majeur du projet 6 concertos brandebourgeois, qui lui donne sa couleur très particulière, a consisté à rassembler plusieurs générations de danseurs et de danseuses. Il s'agit d'une musique que je considère comme jeune. Les brandebourgeois célèbrent la vie, ils sont jubilatoires, ils sont
orienté vers l'avant et vers le haut, il dégage une fantastique force vitale. Lors de l'écriture, Bach était en fait entouré de brillants musiciens, disposant de bons instruments. Il a donc écrit en partie ces pages des Brandebourgeois pour valoriser ses interprètes. Un peu comme Mozart l'a fait aussi. Mozart a écrit par exemple les quintettes pour clarinette pour Anton Steidler, qui est un clarinettiste fantastique, où il a écrit pour Aloïsa Weber des pièces qu'il a composées avec à l'esprit telle ou telle chanteuse. C'était quelque part un geste de dommage à leur talent. C'est un tel geste que j'ai voulu tenter en invitant ces différentes générations de danseurs à travailler ensemble. Certains de ces danseurs appartiennent à la compagnie depuis des années déjà, voire des décennies, comme par exemple Cynthia Loumet. D'autres ne dansent que depuis 2 ans pour Rosas. Il y avait donc des différences d'âge autant que de niveaux d'expérience, autant de différents niveaux d'expérience. Et ce qui a généré une problématique presque politique. Il s'agissait d'inventer des manières de travailler en groupe. Nous avons essayé de faire bouillonner un travail alchimique, mêler le savoir et l'expérience des aînés d'une part et l'énergie des jeunes danseurs d'autre part. Leur non-savoir, leur goût du risque et leur ouverture à l'inconnu. Troisième partenaire. Last. La nature. La nature est mon troisième partenaire. Quand je dis nature, j'évoque une entité que je localise quelque part entre science et poésie. Ma passion, au fond, c'est d'observer la nature, d'étudier la nature, plus que de la contempler. La puissance romantique des événements naturels me touche, mais l'observation minutieuse de la nature me touche plus encore par cette sorte d'intelligence impersonnelle qui s'y manifeste. J'ai toujours dans mon bureau un livre ou l'autre qui touche à ce qu'on appelle la géométrie sacrée. Sur telle page, une rosace gothique côtoie la représentation de la molécule de chlorophylle. Sur une autre, une broderie du sud de l'Inde est comparée à la cristallographie au rayon X du béryl. L'axe, l'image des côtes de la Bretagne côtoie la géométrie fractale. Les connexions entre microcosme et macrocosme resplendissent de partout. L'Homo Vesuviano de Leonardo da Vinci, la croissance des plantes, le rapport entre l'intervalle musicaux et de nombres entiers, la spirale des coquilles d'escargots ou des écailles d'ananas, tout cela me fascine. Partout de la section d'or, des séries de Fibonacci, des carrés magiques, des spirales. Je porte en moi cette intime conviction. La beauté d'une forme artistique est toujours potentiellement liée à l'importation d'un modèle cosmologique ou de lois que nous avons découvertes dans la nature. A final tidy up and his masterpiece is complete.
else in nature does an animal construct something as complex and perfect as this. If this doesn't get him noticed, nothing will. La théoricienne de la danse Bojana Cvejic, qui a signé avec moi 3 livres d'entretien d'analyse, dans une belle préface, a écrit combien mon intérêt pour la géométrie sacrée l'avait d'abord laissé perplexe. Ça la mettait en contradiction avec sa propre culture philosophique. Elle a longuement scruté la question « Oh my God !» Would the Keersmaker be New Age? Voyons, de Keersmaker serait-elle New Age? Puis, elle a conclu comme ceci, et je vous lis ici ce paragraphe. J'ai finalement compris que le recours d'Anne Teresa à des idées ésotériques avait d'abord une valeur spéculative et relativiste. On pourrait le définir avec la notion de pratique que la philosophe Isabelle Stengers attribue en partage aux croyants comme aux scientifiques, à savoir un attachement à quelque chose que l'on ne peut pas totalement identifier, ni totalement s'approprier, mais qui pousse à réfléchir, à hésiter, à mieux sentir. En tant que croyante pragmatique et spéculative, au sens d'Isabelle Stengers, Anne-Thérèse de Keersmaker applique les formes sacrées de manière sélective avec de nombreuses exceptions. Fin de citation. Dans cette description d'une pratique spéculative, je me reconnais parfaitement. Effectivement, les 2 grands principes que j'emprunte à la géométrie sacrée pour le travail de composition, je l'ai déjà dit, sont la section d'or et la suite de Fibonacci. 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55. Chaque nombre étant la somme des 2 précédents. Cette suite, par exemple, me sert à régler des canons dans le temps. Les dansants entrent l'un après l'autre comme des voix fuguées dans la musique classique, à une distance de 1, de 2, de 3, de 5 mesures. Et puis, on voit ce que ça donne. Et si ça donne rien, eh bien, j'oublie. On passe à autre chose. Quelque part, ça me guide, ça m'aide à faire des choix. Et c'est cela le pragmatisme dont parle Bojana. Je crois en la géométrie sacrée, qui est un inépuisible réservoir d'élégance et de dynamisme, mais je n'ai pas la foi pour autant. Au-delà de ces affaires de nombre qui appartiennent au régime de pensée analytique et qui est celui de la civilisation occidentale, j'ai longuement approché le mode de pensée synthétique qui est celui des pensées orientales. Certains collaborateurs se moquent de mes chinoiseries et cela m'est parfaitement égal. Travailler une chorégraphie en gardant à l'esprit les principes du yin et du yang est extrêmement fructueux. Dans la philosophie traditionnelle chinoise, tout le palpable et tout le visible, tout ce qui nous entoure, est pensé comme de l'énergie matérialisée. C'est d'ailleurs Albert Einstein qui a dit « Tout dans la vie n'est que énergie et vibration ». Cette énergie traverse le cycle infini des apparitions et des disparitions. Ces 2 polarités, le yin et le yang, se laisse comprendre selon les gestes d'ouvrir et de fermer, de centrifuge et centripète. C'est comme si l'existence s'ouvrait et se refermait simultanément en spirale. Et je peux parfaitement connecter cette pensée à mes propres coordonnées. Mon apprentissage physique du vertical et de l'horizontal, de l'équilibre et du déséquilibre, du en phase et du hors phase, de ma propre respiration qui ferme et qui s'ouvre, de mon battement de cœur qui fait toutoum, 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 de mes muscles qui en fait ne peuvent faire qu'une chose, ou bien retract or expand. En branchant tout cela l'un sur l'autre,
Ce principe crée une infinité de nouvelles lignes de code. Et bien voilà les 5 définitions des 3 partenaires. Arrivé à ce stade, je vous en ai tant dit sur mes présupposés, sur la manière dont toute ma vie a tourné autour de ce que nous pourrions appeler le problème de Brancusi, autrement dit, incarne une abstraction. Je vous en ai tant dit que la première partie de mon titre, chorégraphier Bach, vous pourriez presque le faire à ma place. Je vais vous faire voir quelques extraits des 6 concertos brandebourgeois, parce que les 6 concertos brandebourgeois, c'est presque un spectacle de récapitulation, c'est presque un bilan, et vous y retrouvez des traces de tout mon parcours. Mon premier partenaire musique est là, bien évidemment, avec la partition analysée dans le moindre détail. Mes partenaires danseurs sont plus présents que jamais avec ce projet de faire coexister différents âges de la vie, comme je vous disais tout à l'heure. Il y a la présence physique des musiciens, c'est un spectacle, mais c'est aussi un concert. Concert de danse, j'ai toujours aimé cette expression. Et puis le formalisme hérité de la musique, canon, fugue, rétrograde, tout l'arsenal. Et puis l'obsession de la marche, qui nourrit la chorégraphie de tout le premier concerto. Cuisine interne. Pour nourrir le processus de création, nous avons, dans ce spectacle, tenté une mixture assez inédite de la géométrie sacrée avec Gilles Deleuze. J'ai d'abord fait construire, comme instrument de travail, des dodécaèdres à la mesure d'un corps humain. J'ai demandé aux danseurs d'y travailler et d'y produire du matériel. Le dodécaèdre est un polyèdre appartenant à la classe dite des solides Platon. Le pentagramme est la base. Donc, il compte 12 phases pentagonales. Il entretient une forte relation avec le nombre d'heures. Pas plus de détails que ça. Il compte 20 angles. J'ai alors eu l'idée d'un branchement un peu particulier. Nous sommes emparés de l'abécédaire de Gilles Deleuze, qu'à peu près tous les danseurs avaient vu sur YouTube. Vous savez, c'est un hit absolu de la pop philosophie, et nous l'avons réduit à 20 lettres plus que de 25. Chacune des lettres, avec le sens qui lui est attribué par Deleuze, nous l'avons attribué à un des 20 angles du dodécaèdre, ainsi qu'à un geste particulier. Donc, il y a un trajet dans le dodécaèdre. Le A, c'est de l'eau, c'est quoi? Le B, c'est boisson. Le C, c'est culture, que Jason Respilleux a dit culture, c'est cultiver les plantes. Vous avez dit culture, c'est quelque chose. ABC, D, désir. Et enfant. Voilà. Donc, il y a quelque part une narration sous-jacente qui est aussi liée au mouvement des mains, des gestes qui reflétaient le langage des sourds et muets. Géométrie, narration, gestes et concepts, tout s'entrecroise et finit par constituer un grand réservoir de vocabulaire. Ce vocabulaire, nous l'avons lui-même connecté avec l'analyse de la forme musicale suite à notre analyse de la partition de Bach.
Et sur le tout, nous avons jeté la question de l'harmonie, du majeur mineur et ainsi de suite. C'est un travail de multicouches, c'est la multiplication des couches de code qui crée la vie du spectacle. Et je vous propose de regarder un extrait du mouvement lent du premier concerto. Les danseurs Soo Yeon-yoon incarnant respectivement, voilà, la voix du hautbois, se détachant du ripieno, du groupe, et Jason qui fait lié au violono piccolo. Ils effectuent alors une sorte de pas de deux qui est inspiré par l'esprit du canon. L'esprit du canon, c'est-à-dire par le cœur même de l'art polyphonique de Bach. C'est un mouvement en mineur, tous les mouvements lents sont en mineur, donc au lieu d'aller vers l'avant, les ripieni vont vers l'arrière. Et le mouvement des danseurs est dansé en rétrograde. Pour terminer ce survol, j'aimerais donner le dernier mot à la nature, à sa complexité, sa beauté, son intelligence, et vous proposer une sorte de court-circuit visuel. Quelques images. D'abord, le dernier mouvement du 6e et dernier brandebourgeois, autrement dit les dernières minutes du spectacle, et puis les images de cette nuée des tourneaux dont je vous parlais tout à l'heure. Je ne ferai pas de commentaires sur ce montage. C'est Constantin Brancusi
une dernière fois qui dit les choses mieux que moi. Brancusi dit « La simplicité n'est pas un but dans l'art, mais on arrive à la simplicité malgré soi en s'approchant du sens réel des choses. La simplicité, c'est la complexité elle-même. Et il faut se nourrir de son essence pour connaître sa valeur. La simplicité est la complexité résolue. » Je vous remercie.